Dès le départ, on a vu des syndicats qui faisaient un prélèvement spécial, 1 $ par semaine, des choses comme ça. Des fois, là que c'était plus, là que c'était moins. On recevait l'argent, puis on la distribuait d'un syndicat, pas dans l'organisation, d'un syndicat. À travers l'histoire des relations de travail au Québec, histoire ponctuée de grèves et de lock-out, les récits de solidarité sont nombreux. Pensons à la grève de l'amiante en 1949 ou à celle de la Gypsum en 1973, des événements où la solidarité fut exemplaire. Dans cette catégorie, il faut aussi classer la grève forestière de 1980 où de très beaux gestes furent posés. Grève ou barreau d'honneur. Si le bûcheron à hache et godendard avait, depuis belle lurette, cédé sa place aux travailleurs forestiers avec scie mécanique et des busqueuses à câbles, une mécanisation de plus en plus sophistiquée déferlait sur cette industrie qui, un achat d'équipement à la fois, se transformait en un monde d'entrepreneurs. Conseiller syndical à la CSN associé à cette grève, Claude Rioux nous en explique l'essentiel tout en insistant sur l'aspect solidaire. Les travailleurs forestiers, ceux qui font l'abattage, le tronçonnage et le transport du bois vers les usines, vivaient avec un régime de rémunération double. On avait une partie des salariés qui étaient payés à l'heure, des opérateurs de machinerie lourde, des employés d'entretien, des employés qui étaient à la construction des chemins, des choses comme ça. Puis on en avait une grande majorité qui était payée à forfait, selon la quantité de bois qu'ils abattaient. L'opération d'abattage du bois, ça comprend l'abattage, les branchages, le débardage pour amener le bois au chemin de pénétration. Et là, c'est le transport du bois qui commence. Les camions avaient des chargeuses. Ça, c'était des gens payés à l'heure, mais les camions, bien, ça dépendait. Si c'était des particuliers, ils pouvaient être payés au voyage. Si c'était des camionneurs de la compagnie, ils étaient payés à l'heure. C'était un système qui était basé sur le rendement individuel. Donc, plus tu en fais, plus tu gagnes. Ça causait beaucoup de problèmes parce que il y a toutes les conditions ambiantes du travail en forêt. Les journées où il y avait des pluies très, très fortes, ben, le rendement diminuait. L'hiver, lorsque la neige était très abondante, ben, ça ne facilitait pas le travail pour aller couper le bois. Selon des données qui ont été préparées par des chercheuses à l'IRSST, l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail, on avait un taux d'incidence des accidents qui était presque 3 fois plus haut que la construction. Il y avait des accidents mortels, les gens frappés par les arbres ou tout ça. Il y avait des coupures, les scies à chaîne, des débusqueuses qui renversaient. Mais il y avait aussi l'usure du travail à forfait. Imaginez-vous couper des arbres quand il y a, je sais pas moi, 1 mètre de neige, les efforts que ça prend dans votre dos,
puis vous avez une scie à chaîne dans les mains, ou encore si vous avez une débardeuse, ben là, c'était des débardeuses à câble au début. Hein? Il y avait un tracteur avec 4 roues motrices, il y avait un treuil, puis il y avait un grand câble, puis au bout d'un câble, il y avait des éleignes. Alors, il allait chercher les arbres qui avaient été abattus, il les attachait. Mais vous faites ça dans la neige jusqu'aux genoux ici, là. C'est très, très dur. Puis les journées étaient très longues. Les travailleurs partaient à 6 heures le matin pour arriver au bois, puis ils sortaient de là à la fin de l'après-midi. Puis quand c'était l'été, en particulier, ils partaient encore plus tôt pour ne pas être obligés de travailler à 3 heures ou à 4 heures dans une grande chaleur. Ils disaient, on va aller profiter de la fraîche du matin. Donc à 5 heures, ils avaient fini de déjeuner puis ils étaient rendus dans le bois. Puis on avait une autre maladie qui préoccupait nos gens, surtout les abatteurs qui travaillaient avec des scies mécaniques. C'était le syndrome de Raynaud. C'est-à-dire que les vibrations de l'appareil brisaient les systèmes sanguins au bout des doigts. Et il y avait quand il faisait froid, il y avait les doigts blancs. Il n'y avait plus de sensibilité. Alors, on a commencé à faire des réclamations à CSST, puis c'était compliqué, pas à peu près. Les compagnies disaient, il n'a pas fait ça chez nous. Ça fait juste 3 ans qu'il travaille ici. Très rapidement, les compagnies ont commencé à demander aux employés d'acquérir les équipements mécaniques. Alors, ça a commencé avec des machines assez primaires au début, dans les années 60. Et c'est venu vers les années 70 avec des machines beaucoup plus performantes, beaucoup plus coûteuses, notamment ce qu'on appelle la débusqueuse ou la débardeuse. Alors, les compagnies avaient commencé à acheter ces machines-là, mais ils sont aperçus d'une chose, c'est que les machines, ça prend de l'entretien. Alors, quand les travailleurs avaient fini le quart de travail, mettons de 8 heures ou 10 heures, dépendant comment ça fonctionnait, bien là, il fallait que la compagnie ait des employés qui payaient à l'heure pour aller faire l'entretien des machines. Hein, le graissage, la réparation, la maintenance, ainsi de suite. Alors, ils se sont dit à un moment donné, ça serait peut-être bon si les travailleurs étaient propriétaires de leurs engins. Fait qu'ils ont décidé à un moment donné de dire aux gens, si vous voulez acheter la machine, on va vous faire des conditions. Vous allez être propriétaire de votre machine, vous allez être maître de vos affaires, dépendant évidemment de la performance des opérateurs puis des travailleurs. Ben, il y en a qui réussissaient, puis il y en a qui réussissaient moins bien. Ça marchait de façon suivante. Ils ont créé le travail en équipe. 2 abatteurs, puis un débardeur. Alors, ils disaient, on va payer la machine en fonction de ce que vous allez avoir sorti de la forêt. Alors, supposons que dans une journée, il sortait 300 arbres. Ben là, il donnait un prix pour les 300 arbres. Voilà, avec ça, vous vous arrangez. S'il y avait eu un bris pendant la journée, ben, ça faisait une petite journée. Puis quand il était obligé de reprendre le temps, parce que là, mettons que la machine avait été immobilisée pendant 3 heures ou 4 heures ou même toute la journée, parce que c'est une pièce importante qui était brisée, il fallait qu'il se répare. Il y en a qui étaient capables de faire ça eux-mêmes, parce qu'il y avait des talents de mécaniciens, ou ils l'avaient été, mais il y en a d'autres, il fallait qu'ils fassent venir un mécanicien. Alors, il fallait qu'ils le payent. C'est pas la compagnie qui le payait. Alors, il fallait qu'ils payent le bonhomme, puis le temps qu'il avait produit, ben les abatteurs continuaient à abattre, mais le bois n'était pas au chemin. Alors ça veut dire que lorsque la machine revenait en mesure de produire, ben là il travaillait, il rentrait dans le bois 6 heures le matin, puis sortait 6 heures le soir. Il travaillait très, très dur. Fait que les gens, c'est sûr que ça les dérangeait. Il disait, ben, y a-t-il moyen qu'on négocie pour nos machines, nos conditions? Alors là, il y en a peut-être qui réussissaient à s'arranger parce que c'était entre eux et la direction. Il y en a d'autres qui étaient moins capables. Mais on ne savait pas du tout, de toute façon, les petits arrangements, on ne les connaissait pas dans les syndicats. On savait qu'il y en avait, mais on ne savait pas c'était quoi. Alors, ceux qui avaient des bons arrangements, ils ne s'en vantaient pas. Puis ceux qui avaient des mauvais arrangements, ben, ils parlaient. Alors, ça divisait les gens entre eux. C'était ce modèle-là qui a été remis en question en 80. On a dit, on veut que vous arrêtiez ça. Vous allez payer les équipements avec des conditions qui vont
éliminer le plus possible les impondérables, puis vous allez payer les travailleurs à l'heure. Comme les autres employés, comme ceux qui font les chemins, comme ceux qui font l'entretien des machines dans vos garages, etc. Vous allez payer à l'heure. Au printemps de 1980, là, alors que les conventions expiraient, on a déposé la demande et ça n'a pas été bien long. Ça a été un non catégorique. Ça ne vous regarde pas. Les machines, jamais, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est nous, puis le propriétaire de la machine. On négocie un peu, comme je dirais, d'entrepreneur à entrepreneur. C'est pas des syndiqués. Le Code du travail, il syndique le monde, il ne syndique pas les machines. Toutes les sociétés fonctionnaient comme ça. Puis je dirais dans tout l'Est du Canada. Il y avait CIP, il y avait Consol Batters, il y avait Québec North Shore à Bécomo, il y avait Rexford, il y avait Donahue. On a eu la même réponse partout. On a eu une négociation très difficile. Le gouvernement a nommé des médiateurs 6 mois après le conflit au moins à Bécomo, puis presque 8 à 10 mois à CIP à la Truc, puis la même chose ailleurs. Alors, on a eu des rapports de médiation qui nous ont donné, entre guillemets, là, en partie raison. Ils ont dit les augmentations de salaire qui s'en viennent, il y a une partie qui va être payée en taux horaire. Mais le gros du revenu restait encore le travail à forfait. Donc, on n'a pas eu je dirais, un grand succès. Mais il faut penser que le conflit a duré plus de 12 mois à la Tuque, jusqu'à 8 mois à Bécomo. 4 ou 5 mois chez Donahue au Lac-Saint-Jean, ça a été un long conflit. Pour augmenter la prestation qui était versée par le Fonds de défense professionnelle de la CSN, dès le départ, on a vu des syndicats qui ont commencé à payer ils faisaient un prélèvement spécial, $1 par semaine, des choses comme ça. Des fois, là que c'était plus, là que c'était moins. Mais on recevait l'argent, puis on la distribuait d'un syndicat, pas dans l'organisation, d'un syndicat. On était presque 3000 à un moment donné, tu sais. Mais dans les 2 gros syndicats que j'ai parlé, là, ça donnait au-dessus de 2000. La TUC puis Bécomo, là. Il y en avait des plus petits, mais ces 2 gros-là, où la négociation se passait surtout, c'était au-dessus de 2000. Mais à un moment donné, quand on s'est retrouvé à la fin de novembre, on n'avait rien, on n'était pas capable d'avancer, puis on avait de la misère, par exemple, à la TUC, la compagnie a joué la ligne dure, hein, il y avait ils ont engagé des agents de sécurité qui étaient littéralement, on peut appeler, sans trop exagérer, des fers à bras, des anciens lutteurs, des gens comme ça. Ben, c'était dur sur le moral des gens. Là, les fêtes s'en venaient, donc on a dit, il faut faire de quoi, là? Alors, c'est là qu'on a créé une espèce de mouvement de solidarité. On a appelé ça la Grande Corvée. On a contacté dans les régions, les églises. Ça avait encore bien d'influence à l'époque, printemps 80. Après ça, les syndicats des régions, les organisations syndicales. Ensuite, des maires dans des villages, pour essayer d'avoir des résolutions pour nous appuyer. Puis les évêques, on a eu. L'Assemblée des évêques a fait une déclaration qui était favorable à nos demandes. Alors, ça a été véhiculé, on a dit, pour passer les fêtes, il faut faire quelque chose. Il faut que les fêtes, c'est une période particulière. On a créé la Grande Corvée. Et là, on s'est engagé à fournir à chacune des familles, chacun des membres, pas des familles, des membres, chacun, ce qu'on a appelé les paniers de la Grande Corvée. Il y avait de la nourriture, il y avait un dindon, des choses pour le temps des fêtes. Alors, on a demandé à nos syndiqués dans les régions d'aller voir les commerçants, d'aller voir les voisins. On a demandé aux représentants des syndicats en grève d'aller dans les syndicats pour en parler, donc sensibiliser les gens. Puis on disait, comme geste tangible de votre appui, on voudrait, pour les fêtes, être capable d'offrir à nos familles un panier de provisions pour les circonstances. Alors, on a ramassé pas mal d'argent au point tel que on avait trop de paniers. Donc, on a pu en donner aux gens qui travaillaient chez Abitibi-Price dans les papeteries de Jonquière, Kenogami et Alma qui étaient en grève à ce moment-là.
Fait qu'on a envoyé là, tu sais, la solidarité entre syndicats. Ça a été bien vu. Il y a des conseils centraux, parce que la CSN avait des conseils centraux, où ils ont obtenu non seulement des appuis des syndicats, mais des commerçants locaux qui faisaient un chèque, puis ils disaient voici, ou encore qui faisaient un bon d'achat, puis ils disaient ils viendront au magasin, puis on va y remplir ce qu'ils veulent. Mais tous ont tous eu un panier. Il y en a qui ont eu plus qu'un panier parce qu'il y avait des bons d'achat, des choses de même. Alors, ça a permis de passer la période des fêtes. On a ramassé en tout 3150 paniers. Ça valait 150 000 $ à l'époque, ça. C'est de l'argent, ça. Mettez-vous, là, ça fait 42 ans, ça, là. Alors, multipliez les prix par 3 ou par 4, là. Puis vous allez avoir une bonne idée, là. On n'est pas loin de 3/4 million, là, peut-être. Non, c'était beaucoup d'argent. Après ça, on a fait une autre opération. On a organisé un grand spectacle à Montréal au mois de février, au Cégep du Vieux-Montréal. On a fait ça avec l'aide d'Alain Lamontagne et de Paul Piché. Et là, on a monté un grand spectacle. On avait pas n'importe qui. Hein, Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, Paul Piché, Alain Lamontagne et d'autres d'autres artistes là, qui étaient présents. On n'a pas payé de cachet. Et puis, on a vendu les billets, puis on a profité pour lever des fonds pour aider les gens encore à tenir le coup. Hein, jusqu'à temps que les rapports de médiation sortent, puis qu'on puisse prendre une décision à ce moment-là. Et du côté du mouvement CSN, ça coûtait beaucoup d'argent. Quand vous avez jusqu'à 3000 personnes un bout de temps qui perçoivent du fonds de défense professionnel, à part des autres qui est en conflit. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait les 3 papeteries au Saguenay, Lac-Saint-Jean, Alma, Jonquière-Kanagami, qui étaient dehors à l'automne de 1980. Et c'était des grosses années. Alors, le fonds de défense est devenu à sec. Et là, la CSN a parti une grande opération qu'on a appelée la campagne du 6 millions. J'ai récupéré 6 millions de dollars en demandant aux syndicats d'augmenter les cotisations jusqu'à concurrence de 6 millions pour pouvoir maintenir l'appui financier aux grévistes. Alors, les opérations ont pris, c'était assez normal, mais on a vu l'accélération de la mécanisation. Et là, parce qu'il y a des machines beaucoup plus performantes qui étaient disponibles. Alors, on commençait à entrer des machines qui pouvaient abattre puis brancher, par exemple. Des transporteurs qu'on a appelés pour remplacer les débusqueuses. Des machines qui venaient d'origine scandinave, je me rappelle, là, des transporteurs qui venaient de Finlande, des choses comme ça. On a vu apparaître ça, et puis là, on a vu des entrepreneurs s'organiser pour avoir plusieurs machines, puis offrir leurs services. Alors, c'est sûr que ça a réduit le nombre d'employés. La mécanisation s'est accélérée.